aujourd'hui conseiller pour de nombreux groupes internationaux. Vous avez été à la DST, Service de renseignement français, qu'on appelle aujourd'hui la DGSI, avant d'exercer aussi au ministère français de la Justice, et je le disais donc pour être précis, consultant international. Et ce livre, le voici, Confidence d'un agent du renseignement français, c'est aux éditions Robert Laffont. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de parler, de raconter? Il y a eu une bascule qui s'est opérée en 2016. J'étais conseiller pour un État du Moyen-Orient. Et dans le cadre de mon travail, j'ai été approché par une société, NSO, qui s'est comportée d'une manière tout à fait inhabituelle. Agressive. Agressive, oui, je vais vous expliquer ça en deux mots. J'ai travaillé pendant 20 ans dans ce secteur qui est très normé, c'est-à-dire qu'on suit des instructions très claires, on se met à la disposition d'un État. Ce jour-là, quand je suis arrivé au bureau, c'est un conseiller du chef d'État qui était là, devant la porte, qui a court-circuité tous les canaux habituels et qui m'a dit « il faut que tu appelles ce numéro, avec ça on peut écouter tout le monde ». C'est le procédé et la phrase, ce sont deux choses que je n'avais jamais entendues dans ma vie professionnelle parce qu'elles transgressent toutes les règles. Et j'ai rendu un rapport négatif. Bon, je raconte tout ça dans le livre en détail. J'appelle le numéro, bon, ça se passe pas bien. Je rends un rapport très négatif à mon donneur d'ordre en lui disant vous prenez des risques en utilisant ce genre de système, ça va vous péter à la figure. On parle du logiciel israélien Pegasus. Oui, tout à fait. NSO qui édite le logiciel Pegasus. Oui, mais cet État du Moyen-Orient, on connaît les relations internationales, même si il y a un règlement, était prêt, lui, à utiliser ce logiciel israélien? Très tenté en tout cas, parce que Israël utilise le logiciel Pegasus, et ça a été démontré dans de nombreuses enquêtes, comme un outil diplomatique, une sorte de monnaie d'échange pour obtenir des alliances et en contrepartie apporter cette expertise sur ce domaine. Mais l'affaire avait éclaté ou pas à ce moment-là quand vous êtes approché? Non, pas du tout. Non, c'était pas médiatisé, on est d'accord. Non, pas du tout. Ouais. Moi j'ai gardé ça, si vous voulez, ça s'est fixé dans un coin de ma tête, et je me suis dit il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, et on a commencé à en parler, et forcément quand ça a éclaté, je me suis dit il faut que j'alerte, parce que c'est une lame de fond. Pegasus n'est qu'une conséquence d'un phénomène beaucoup plus vaste, beaucoup plus enraciné, qui est qu'en fait aujourd'hui, en quelque sorte, n'importe qui peut faire des surveillances. La surveillance n'est plus l'apanage, le monopole des États, parce qu'aujourd'hui, les surveillances sont logicielles, ne sont plus physiques. Auparavant, les États contrôlaient les moyens d'interception et avaient tout un sorte de procédure, de levier, pour faire en sorte que n'importe qui ne se livre à cette activité. Pour garantir les libertés individuelles, parce que vous nous alertez en fait sur certaines dérives qui ne rendent pas service, dites-vous, à l'État français, car on laisse le pouvoir en matière de surveillance à des entités, à des groupes, et on ne sait pas quel usage peut en être fait. La France, l'État, les sociétés, ses citoyens sont alignés sur une doctrine qui est très respectueuse des droits de l'homme, je n'hésite pas à le dire, on laisse faire, on est en concurrence internationale avec ces groupes-là, qui eux ne s'en comptent absolument pas de tous ces concepts, pour eux c'est vraiment que des concepts très lointains, et au final on perd dans la compétition. Puisqu'on est moins 10 ans en termes de fonctionnalité, en revanche on est mieux 10 ans en termes de respect des droits humains. Oui. Alors soyons clairs, c'est vieux comme le monde, si l'on peut dire, la surveillance, les États notamment, la surveillance stratégique en entreprise, on fait perdre des contrats, on en fait gagner d'autres, mais il y a un tournant tout de même quand on vous lit, c'est les attentats du 11 septembre, du World Trade Center. Les États-Unis vont adopter le Patriot Act. En quoi est-ce justement un changement de paradigme, on peut dire, en matière de surveillance? J'ai longuement réfléchi à ça, mais c'est pas tellement documenté si vous regardez bien. Pour moi, on a résolument changé de paradigme ce jour-là parce que les États-Unis ont déclaré la guerre à un concept. C'est la war on terror. C'est-à-dire on ne fait plus la guerre à un groupe armé, à des gens qui sont ciblés, qui sont localisés. On fait la guerre à un concept, et ce concept, il peut se loger partout, dans n'importe quel foyer, de n'importe quel État. Donc ce jour-là, les États-Unis ont décidé que la surveillance serait menée partout, tous azimuts, en tout lieu, selon un paradigme de collecte massive pour assurer la sécurité de l'État. Et c'est un point de bascule parce que c'est vraiment un nouveau concept qui est né ce jour-là, et les États-Unis, bien sûr, comme ils sont en quelque sorte le leader économique du monde, ils ont imposé cette norme à de nombreux États qui évoluent dans leur sphère. Alors, rappelons que s'agissant de Pegasus, il y a eu plein de scandales, des chefs d'État écoutés, des entreprises, des personnalités. La question qu'on se pose aussi, est-ce que la France est subordonnée aux États-Unis, y compris ses services de renseignement qui acquièrent des logiciels, comme on dit, de big data américains? On va dire qu'il y a des pressions. Les services de renseignement intérieur français ont fait l'acquisition d'un logiciel américain
à la suite des attentats de 2015 en France. Parce que la pression politique était très forte et qu'on n'avait pas l'équivalent en France. Et pour cause, ces logiciels, en fait, ils ne sont pas dans notre ADN. Mais il y avait une pression politique et il a été décidé de faire l'acquisition de ce logiciel. Palantir, il s'appelle Palantir. Voilà, vous le nommez, très bien. Aujourd'hui, l'État français a envie de revenir en arrière, parce que tout ça nous pose un très très gros problème de souveraineté. On ne peut pas laisser un État qui est derrière... Même un allié. Pardon ? Même un allié. Mais il n'y a pas d'allié en renseignement. On l'a vu avec notamment avec l'Australie. Absolument, oui. Non, il n'y a pas d'alliés, il y a des gens qui ont des intérêts, et on ne peut pas laisser un État comme les États-Unis nous dicter ces outils, ces formats, parce que derrière il y a toujours le soupçon qu'ils font un peu ce qu'ils veulent avec les données qui sont collectées, et surtout ils nous font faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils nous emmènent sur un terrain qui n'est pas forcément le nôtre. Je rappelle juste, c'est un peu technique, mais depuis 2020, il y a un revirement de jurisprudence au niveau européen sur la collecte des données techniques. Il faut savoir qu'en France, on réalise une collecte massive, entre guillemets, mais seulement des données techniques, c'est-à-dire, je sais pas, vous passez un appel, c'est enregistré sur une base de données chez un opérateur, et les enquêteurs ont accès à cette base de données a posteriori, quand il y a un crime qui est soupçonné, que l'affaire est confiée à un juge. Il y a une jurisprudence européenne qui fait revenir tout le monde en arrière sur ce sujet-là. Donc par exemple, ce dispositif-là est aujourd'hui sujet à peut-être suppression dans un avenir proche en France. Ouais. Mais quand on vous écoute, on se dit pourquoi si Israël est capable d'inventer Pegasus, si les États-Unis sont capables d'inventer Palantir, pourquoi la France n'invente pas ses propres logiciels? On n'a pas la capacité intellectuelle pour le faire et scientifique. On a largement la capacité intellectuelle et scientifique. Moi, je visite régulièrement des services de police, de gendarmerie. Il faut savoir que les entreprises françaises coopèrent dans des dispositifs de coopération internationale et que les entreprises françaises sur ce sujet aident les services à faire tomber des groupes internationaux, terroristes, criminels, mafieux, tout ce que vous voulez. Ce sont les meilleurs. Seulement, ça n'est pas rendu public. On a largement les moyens de rivaliser. Sommes-nous tous finalement des victimes consentantes, je provoque à peine, d'une surveillance massive avec les GAFAM? Oui. Vous en parlez? Oui, moi je pense le mot qui décrit le mieux notre état, c'est l'enchantement. On est enchanté par ces outils que sont les réseaux sociaux, et on n'a pas envie de s'en décrocher, alors que ce sont les vecteurs d'une surveillance massive qui va largement au-delà de ce que peut faire un Pegasus. Vous trouvez sur Internet un grand nombre d'articles qui documentent ce phénomène. Les GAFAM, comme on les appelle, donc les multinationales du numérique, savent tout sur nous, savent absolument tout. Et pour les garde-fous, on conseille donc la lecture de ce livre Confidence d'un agent du renseignement français, Guylaine Giraud, édition Robert Laffont. Merci à vous d'avoir témoigné sur notre plateau. Si vous pensez que la pêche est une